à travers leurs comptes bancaires et leurs revenus cumulés qui s'élèvent à plus de 300 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort du rapport 2023 de l'Office qui a été remis hier au président de la transition. Les rideaux sont tombés hier sur les activités de la 23e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Une cérémonie de clôture marquée par la remise d'un important lot de vivres et de non-vivres aux sinistrés des inondations et des motos aux personnes à motricité réduite. Samedi 30 novembre 2024, merci de vous informer sur ORTM1. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans le titre, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a donc remis hier son rapport annuel 2023 au président de la transition. C'était au palais de Koulouba. L'année dernière, l'OCLEI a mené 27 investigations sur lesquelles 6 dossiers ont été transmis à la justice. Les 6 agents incriminés doivent justifier l'écart entre le montant d'1,879 milliard de francs CFA qu'ils ont utilisé à travers leurs comptes bancaires et leurs revenus cumulés qui s'élèvent à 335 millions de francs CFA. Le président de l'OCLEI a d'autre part dénoncé la baisse des déclarations de biens à la Cour suprême, une soixantaine seulement enregistrées en 2023. Le président de la transition a félicité le docteur Moumouni Guindo et son équipe pour le travail abattu avant de les exhorter à identifier les actions de sensibilisation. La cérémonie de remise a été suivie par Siaka Kounate, Sidiki Balo et Djili Magadjabati. À l'issue des 27 investigations qu'il a menées en 2023, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a transmis 6 dossiers à la justice. Autant de dossiers n'ont pas été transmis pour insuffisance de preuves. Le traitement des 15 dossiers restants sera finalisé en 2024. Les 6 dossiers transmis à la justice ont été traités par l'OCLEI sous l'angle du train de vie sans rapport avec les revenus légitimes des agents concernés. Ainsi, les 6 agents concernés ont utilisé, à travers leurs comptes bancaires, la somme de 1,879 milliard de francs CFA, alors que dans la même période, leurs revenus légitimes cumulés totalisaient 335 millions, ce qui donne un écart non justifié de 1,541 milliard de francs CFA. De 2018 à 2023, l'OCLEI a transmis 29 dossiers à la justice pour un montant de 25 milliards et demi de francs CFA. Son rapport 2023 épingle les conditions floues qui entourent la signature du contrat d'assainissement de la ville de Bamako, conclu en 2014 avec la société Ozone, sans l'implication des services techniques compétents. Il a également été constaté que parallèlement à cette convention et pour le même objet, la mairie du district de Bamako a signé et exécuté divers contrats de nettoyage pour 13 milliards 500 millions de francs CFA, sur lesquels elle a payé 4 milliards 900 millions sur ses fonds propres, alors qu'au même moment, elle n'a payé que 712 millions à la société Ozone. Notre analyse a également révélé que la facturation au forfait a entraîné une dépense indue de 20 milliards 300 millions de francs CFA. Enfin, nous avons noté qu'en juin 2020, le ministre de l'économie et des finances de l'époque a signé une convention de garantie autonome qui pourrait engager le Mali pour 18 milliards de francs CFA pour le règlement d'un prêt octroyé à la société Ozone par un pool bancaire malien. À l'issue de cette analyse, l'OCLEI a conclu que les conditions floues de la conclusion de la convention de gestion des services de propriété de la ville de Bamako par la société Ozone sont à l'origine des dysfonctionnements constatés dans son exécution. L'OCLEI a à son actif l'information et la sensibilisation sur l'enrichissement illicite. Les partenariats qu'il a scellés avec les confessions religieuses a permis de préparer et diffuser des prêches anticorruption dans 5000 mosquées
dans les églises évangéliques et catholiques. C'est pourquoi le président de la transition a félicité l'équipe de Leclerc pour le travail abattu avant de réaffirmer l'engagement des autorités à lutter contre l'enrichissement illicite et toutes les formes de délinquance financière et économique. Monsieur le Président de Leclerc, pour assurer davantage de justice et d'équité dans notre pays, Leclerc doit maintenir sa détermination dans l'accomplissement de sa mission. Il consiste à mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte contre l'enrichissement illicite. J'insiste particulièrement sur la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation afin de prévenir l'acquisition des biens illicites. Mesdames et messieurs, relever les défis de la bonne gouvernance passe forcément par la modernisation de notre administration. La digitalisation de celle-ci, ainsi que des moyens de paiement à son sein, témoignent de notre engagement à indiquer le phénomène de corruption et d'enrichissement illicite. La numérisation des services publics est aujourd'hui synonyme de simplification des procédures et des prestations de l'État au bénéfice des citoyens, mais aussi d'un renforcement de l'efficacité de ces prestations. La transition maintient sa dynamique de lutte contre les infractions économiques, comme en témoignent des avancées significatives telles que l'adoption de la nouvelle Constitution qui prescrit une lutte implacable contre les infractions économiques, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, l'élaboration et la vulgarisation du programme national d'éducation aux valeurs, la création d'un pôle national économique et financier, l'adoption du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale. Ces instruments renforcent significativement les dispositifs de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le chef de l'État affirme avoir pris bonne note des doléances présentées par le président de Leclerc concernant, entre autres, la relecture des textes régissant l'office, le renforcement de ses capacités et moyens logistiques, la construction d'un siège, la baisse des déclarations des biens à la Cour suprême, des documents que Leclerc exploite dans le cadre de ses investigations. J'ai pris bonne note de vos préoccupations, notamment celles concernant la baisse notable des déclarations de biens au niveau de la Cour suprême. Je note également votre sollicitation relative à la constitution du siège de Leclerc. Cette demande s'inscrit pleinement dans la politique du gouvernement visant à offrir aux agents de l'État de bonnes conditions de travail pour mener à bien leur mission. Le rapport de Leclerc formule pour les autorités, la structure de contrôle et la structure contrôlée des recommandations visant à améliorer la gestion des ressources publiques et réduire la délinquance financière. Les rideaux sont tombés hier sur les activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Au cours de la cérémonie de clôture, le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Hassan Badialo Touré, a procédé à la remise d'un important lot de vivres et de non-vivres aux sinistrés des inondations et des motos aux personnes à motricité réduite. Bokari Koulibaly pour le compte-rendu. Clôture des activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, mais pas celle de la bienfaisance. L'espoir vient à nouveau de toquer aux portes des plus démunis. Les Samaritains s'appellent le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Son ministre chargé du développement social donne ainsi du sourire et du réconfort aux sinistrés des inondations et aux personnes à motricité réduite. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est une tradition de mon département qui consacre la fin des activités programmées par le Comité national de pilotage et la donation de vivres et non-vivres, composé de 47 tonnes de mil, 41 tonnes de riz, 15 tonnes de sucre, 1000 cartons de pâtes alimentaires,
152 cartons bidons de 4 bidons, 1550 cartons de savon, 3000 nattes, 3000 couvertures, 100 balles de couverture, 3000 moustiquaires, 1000 kits solaires, 55 tricycles motorisés, 9 tricycles à pédalier, 85 fauteuils roulants et le financement d'activités génératrices de revenus pour les couches vulnérables d'un montant de 15 millions. Le tout est estimé à une valeur de 440 866 000 francs CFA. Le ministre n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction au regard du résultat obtenu dans les activités du mois de la solidarité de cette année. Une première évaluation nous permet d'estimer la valeur de l'ensemble des contributions provenant de l'État, de la société civile, secteur privé, personnes anonymes et des partenaires à plus de 1 545 237 200 francs CFA. Pour une population bénéficiaire de plus de 40 000 personnes. À cette situation s'ajoutent les œuvres sociales du président de la transition et les distributions alimentaires réalisées par le commissariat à la sécurité alimentaire à travers tout le pays. Le ministre Assa Badialo a mis à profit cette cérémonie pour reconnaître les nombreux efforts consentis par ses collègues et d'autres mécènes dans le cadre de cette 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les membres du réseau malien des personnes vivant avec le VIH-Sida sont à Bamako pour un atelier de 3 jours. Ils vont procéder à la relecture et validation des documents fondamentaux de l'organisation. Il s'agira aussi de faire le bilan des activités de l'an passé, remembrer le bureau national et donner une nouvelle orientation au REMA+. Le point avec Kassim Diallo. Cet atelier se veut un cadre d'échange et de propositions afin de valider les statuts et règlements intérieurs du réseau malien des personnes vivant avec le VIH-Sida. Une occasion de parler des nouvelles orientations de l'association. Au terme, un manuel de gestion de l'organisation sera élaboré par les experts. Cet atelier de validation découle des recommandations d'un processus d'audit organisationnel et de lecture réalisé par des cabinets d'expertise nationaux grâce à un financement du secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Il s'agit de redéfinir la nouvelle direction de l'association, une démarche appréciée par le Haut Conseil de lutte contre le VIH-Sida au Mali. Cet atelier de REMA+, nous aspire que c'est un groupement d'associations qui ont pour objectif de lutter contre le VIH-Sida. Le REMA+ est un réseau qui regroupe plus de 40 associations et s'engage pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, tout en saluant les efforts du gouvernement malien. Tenu jeudi dernier d'un atelier national dédié à l'agroécologie dans le cadre du projet Faire Sahel. Ils mettent en exergue 5 années de collaboration visant à intensifier l'agroécologie dans les zones climatiques du Sahel avec une approche inclusive axée sur la gestion des sols et la biodiversité végétale. Les explications avec Agibou Koulibaly. Au cours de cet atelier, le coordinateur national du projet Faire Sahel a rappelé que ce projet est le fruit d'une réflexion concertée pour transformer les pratiques agricoles dans 3 zones agroécologiques distinctes du Mali. Et sa zone d'intervention cible principalement 3 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Et dans sa mise en œuvre, le projet intervient dans 3 écologies au niveau du Mali, la région de Sikasso dans la région de Ségou et précisément la commune rurale de Saint-Zanagar. La 3e zone ciblée au Mali, c'est la zone office du périmètre irrigué de Baguinida. Quant au coordinateur technique de l'Association des organisations professionnelles paysannes AOPP, il a insisté sur l'importance du collectif plateforme agroécologique paysanne pour mutualiser les efforts et renforcer la dynamique nationale en faveur de l'agroécologie. Nous voudrons que ces résultats-là soient portés au grand public, notamment que les autorités nationales
sachent ce qu'on est en train de faire sur le terrain et que comment eux aussi ils peuvent être appuyer l'agroécologie dans la politique agricole. Pour sa part, le premier responsable de l'IER a mis en avant les contributions de la recherche scientifique dans la conception et l'adaptation des innovations agroécologiques. Pour nous, l'agroécologie, non seulement dans son rôle régalien de permettre une production durable, permet aussi de réduire les effets des changements climatiques par la réduction des gaz à effet de serre. Les acteurs nationaux sont désormais appelés à formuler des recommandations claires pour alimenter une stratégie agroécologique nationale robuste et inclusive, assurant la transition vers une agriculture durable, résiliente et bénéfique pour tous. La coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMAD, célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant, un cadre mis en place pour débattre sur les progrès dans la promotion et la protection des droits de l'enfant. La cérémonie a été marquée par des panels sur la Convention internationale des droits de l'enfant et le changement climatique. Le point avec Awa Adaman-Koulibaly. Pour tenir ce serment, les adultes doivent remplir les promesses faites aux enfants dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Plus de 3 décennies après sa ratification par le Mali, la coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMAD, et ses partenaires font une appréciation de sa mise en œuvre. Et plusieurs acquis sont à consolider. À travers l'adoption du Code de protection de l'enfant en 2002, la création d'un département dédié à la promotion de la femme, l'enfant et la famille, la création du Parlement des enfants. Sur le plan éducatif, l'État du Mali a développé et mis en œuvre le programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle. Malgré cette avancée, les défis restent énormes et persistants. D'autant plus que cette année, les catastrophes naturelles ont augmenté les dangers qui touchent les tout-petits. D'où le choix du thème national du 20 novembre 2024, à savoir la protection des droits de l'enfant face au changement climatique. Une actualité brûlante qui interpelle. Réaliser une étude nationale sur les enfants en situation de rue, de mendicité et d'autres vulnérabilités. Améliorer les conditions de détention des enfants en conflit avec la loi et promouvoir l'alternative à l'emprisonnement. Prendre en compte les enfants sans filiation parentale dans les fichiers d'état civil lors des examens et concours. Quand une maison part, et c'est les enfants qui font face aux intempéries et ils sont moins résistants que les autres. Quand il y a destruction des semences, c'est la famine et la famine affecte en premier les enfants. Et ça met les enfants dans une situation de vulnérabilité qu'on ne peut pas décrire. Les participants de ce cercle d'échange et de redevabilité sur la promotion des droits de l'enfant ont insisté sur l'accélération du vote de la loi relative à la protection de l'enfant. Car, disent-ils, ce que nous faisons des enfants aujourd'hui reflète ce que va devenir notre monde demain. Célébration de la journée mondiale de la protection de l'enfance, cette fois-ci à Sikasso et Tombouctou. Vous l'avez vu, le thème est retenu cette année, la protection de l'enfant face au changement climatique, organisé par les directions régionales du département en charge de l'enfance de Sikasso et Tombouctou en collaboration avec l'UNICEF. On fait un point avec nos équipes régionales, Mariam Touré et Idrissa Ngoulou Koulibaly. C'est dans une ambiance conviviale que s'est tenue la présente conférence, une activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Le thème retenu pour cette édition 2024 est la protection des droits de l'enfant face au changement climatique. Quand la période de grande chaleur arrive, l'enfant a des difficultés. L'enfant est gêné parce que le climat aussi joue beaucoup sur la santé de l'enfant. Donc, nous voyons qu'il y a vraiment un rapport entre le changement climatique et l'enfant. La présente initiative est la preuve de l'engagement des autorités et le partenaire UNICEF à œuvrer au quotidien pour asseoir un mécanisme de promotion et de protection des droits des enfants à travers l'information et la sensibilisation. Vous avez vu même cette année, la rentrée scolaire a été reportée due à des situations que ça faisait très longtemps
qu'on n'avait pas vécu. Les habitants ont occupé les salles de classe de telle sorte que le gouvernement a été courageux de prendre la décision de reporter la rentrée scolaire. Et cela est dû au changement climatique. Un enfant mis dans son plein droit a aussi des devoirs envers son pays, selon la présidente des enfants parlementaires qui lance un message fort à l'endroit de ses camarades enfants. On a le devoir de bien travailler à l'école, le devoir de rendre fiers nos parents, le devoir d'aimer et respecter nos parents, également être de bons patriotes. Des déclamations de slam, des jeux concours et des remises de kits scolaires aux lauréats des concours ont agrémenté la présente conférence. En région de Tombouctou, la journée internationale des droits de l'enfant a été célébrée. Il s'agit donc de sensibiliser les parents et les décideurs sur les impacts des changements climatiques sur l'enfance. Face aux sécheresses et aux autres conditions météorologiques extrêmes, beaucoup de familles perdent leurs revenus et sont contraintes de trouver de nouvelles sources de revenus. Et font travailler les enfants afin de subir à leurs besoins. Cette situation prive les enfants d'éducation et alimente le cercle vicieux de la pauvreté, d'où un cri de cœur à l'endroit des décideurs pour que les enfants soient à l'abri d'être utilisés afin de subvenir aux besoins de leurs parents. Pour le représentant de l'UNICEF, son institution continuera d'apporter son soutien au gouvernement du Mali afin que chaque enfant puisse bénéficier de ses droits. J'invite tous les parents et les décideurs à prêter attention aux voix des enfants, en particulier ceux qui résident dans les régions les plus touchées par la crise climatique, notamment notre région, afin d'agir de manière concrète pour garantir à chaque enfant du Mali et enfant de Tombouctou un environnement sain et protecteur. Ce thème d'une actualité brillante nous interpelle tous au respect strict des engagements contenus dans la Convention dans toutes les circonstances. À l'occasion de cette journée, Mademoiselle Fatmata Togo a occupé les fonctions de la chef de bureau de l'UNICEF Tombouctou, toutes choses qui nourrissent en elle des ambitions. Cette seule journée que j'ai passée à occuper sa place, cela m'a fait viser encore plus loin qu'auparavant. Et je remercie UNICEF pour ça. La cérémonie a été émaillée par une leçon modèle sur le changement climatique, des chorégraphies et de prestations d'artistes. Voilà à l'instant le reportage de Idrissa Ngoulou Sissoko et Mariam Touré sur la célébration de la Journée mondiale de l'enfance à Sikasso et Tombouctou. De l'enfant, intéressons-nous à présent aux jeunes avec le Forum national des jeunes sur l'accessibilité des services de sécurité et de justice au Mali qui s'est tenu jeudi et vendredi dernier. Un forum qui vise à soutenir les autorités dans le processus de refondation de notre pays. L'initiative est de 3 organisations de jeunes. Il s'est tenu sous le thème « Engagement jeunesse pour un avenir juste au Mali ». Le compte rendu de Soumaou Aïdara. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aurait échoué. Citation du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et la jeunesse lui dit qu'ensemble nous ferons le Mali. C'est ainsi que 3 organisations, notamment le CAP-DH, ont organisé un forum national des jeunes sur l'accessibilité des services de sécurité et de justice au Mali. Un forum qui a pour objectif d'accompagner les autorités dans la refondation de notre pays. Identifier les insuffisances, identifier les défis et voir faire des propositions en termes de projection, des perspectives dans le sens d'apporter des améliorations dans le secteur de la justice. La sécurité et la justice sont partie intégrante des combats menés depuis longtemps par le gouvernement. C'est pourquoi d'ailleurs cette initiative est à saluer selon les autorités présentes à ces forums. C'est donc le lieu pour nous de reconnaître l'engagement de vos organisations telles que René Deltugé, CAP-DH et bien d'autres que j'oublie volontiers donc pour les nombreuses initiatives prises pour contribuer à cet effort de construction nationale. Je ne suis point surprise de l'engagement de ces organisations à se saisir et traduire la volonté des plus hautes autorités consistant à mobiliser les forces vives de la nation. Chacun, en ce qui le concerne, chacun dans sa position, a apporté sa pierre à la construction du Mali droit et du Mali de droit.
Selon les organisateurs, la couche juvénile est le socle de la refondation d'un pays, d'où le thème « Engagement jeunesse pour un avenir juste au Mali ». C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur ORTM1.